Bonjour. Avant de laisser la parole à Héloïse Morel pour qu'elle nous présente nos invités pour la table ronde de Daniel Defer de Foucault à AIDS, juste un petit mot pour vous expliquer comment ça va se passer. Donc, il y aura un échange. S'il vous plaît, merci de lever la main. On vous apportera des micros. C'est important puisque les conférences et tables rondes sont enregistrées. Et si on n'a pas de micro, voilà. Et pour vous informer aussi de la suite du programme de la journée, à 18h30 à l'espace Pierre Mendès France, nous avons un documentaire de Lise Baron qui prolongera un peu cette table ronde en quelque sorte, dans nos prisons, histoire d'une lutte, qui sera suivie d'ailleurs d'une projection suivie d'une discussion avec Philippe Artière. Voilà, et ça c'est à l'espace Mendès France à 18h30. Et puis nous terminerons la journée ici à 21h avec le spectacle de Judith Davis et du collectif L'Avantage du doute, encore plus partout, tout le temps. Héloïse, je te laisse la parole. Merci Corinne et merci OTAP pour l'accueil. Donc vous allez voir pour les personnes qui étaient à la présentation précédente qu'il y aura un lien notamment entre le statut de patient expert ou en tout cas la question de l'engagement et de la santé. Et donc lorsque le thème a été proposé au sein du comité d'organisation des rencontres Michel Foucault, il nous est apparu assez évident que c'était une occasion de parler de Daniel Defer qui est décédé donc en février 2023 et qu'il était temps de rendre hommage à celui qui a eu plusieurs vies d'engagement et notamment auprès de son compagnon Michel Foucault. Alors Daniel Defer était sociologue, philosophe, élève à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Il a étudié la naissance de la science sociale sous la direction de l'intellectuel Raymond Aron, qui s'est notamment, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un peu bataillé, on va dire, avec Sartre à cette époque-là. Et lorsque Daniel Defer tente le concours d'Ulm, il rencontre Roland Barthes, Robert Mozy, puis Michel Foucault en 1960, qui deviendra après son compagnon. Et le parcours de recherche de Daniel Defer est très varié et intéressant parce qu'il a été beaucoup influencé par un philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard à une époque où justement on croisait science et philosophie et cela l'a mené à obtenir un certificat de biologie puis devenir agrégé de philosophie. Et vous verrez, on va en discuter sans cesse, son engagement militant et politique a nourri sa manière de réfléchir sur le monde. Et ça a débuté lorsqu'il était élu. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment débuté comme ça, mais on va dire en termes de poste, il a été élu délégué de Saint-Cloud au cartel des écoles normales supérieures, qui était en fait une cellule de l'UNEF. Donc l'UNEF, c'est l'Union nationale des étudiants de France. Puis il s'est mobilisé contre la guerre d'Algérie. 1968, dans son parcours, représente un tournant, comme pour beaucoup d'intellectuels et de personnes engagées à cette époque-là, où tout se mêle dans les modes d'action et de réflexion. Et Daniel Defer, lui, n'a pas tout de suite été aux prises des événements de 1968, puisqu'il était alors résident à la Fondation Thiers. Mais voilà, il est quand même, très rapidement, il va se mettre dans ce mouvement-là, en lien avec Foucault, qui, à cette époque-là, depuis 1966, était en Tunisie et impliqué fortement auprès des étudiants tunisiens. Un engagement qui était à la fois intellectuel pour Foucault, mais également matériel. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on n'a pas forcément cette image-là de l'engagement de Michel Foucault, puisqu'il finançait la lutte, il offrait l'hébergement, etc. Donc voilà, il soutenait vraiment les étudiants pleinement. Et cette expérience, Daniel Defer l'a vécue aussi aux côtés de Michel Foucault. Ça a marqué aussi le début d'un engagement du côté des prisonniers politiques et notamment des étudiants prisonniers politiques. Ces actions qui vont se renforcer avec plusieurs éléments dont on va parler, l'engagement au sein de la gauche prolétarienne, la naissance de l'université de Vincennes, l'organisation des prisonniers politiques, aux côtés notamment de Jacques Rancière, et qui déboucheront sur la création du GIP, donc le groupe d'information sur les prisons. Les prisons entrent alors dans le champ politique, au-delà, on va dire, de la préoccupation de l'organisation des prisonniers politiques. Tournant majeur dans l'engagement de Michel Foucault, dans l'engagement de Daniel Defer, l'un et l'autre étaient très liés évidemment. Donc tournant majeur, c'est évidemment la mort de Michel Foucault le 25 juin 1984, des suites du sida.
qui enjoignent donc Daniel Defer à écrire une lettre à quelques proches le 25 septembre 1984 pour créer l'association Aide. Alors le fait que Foucault ni aucun de ses proches n'ait su sa maladie et les causes en fait de sa mort ont provoqué chez Daniel Defer cette volonté de créer une structure pour accompagner les victimes mais également les proches. Alors aujourd'hui, l'association continue d'exister. Nous ferons un lien avec Poitiers, puisque nous, à l'issue de nos échanges, nous donnerons la parole à deux personnes de Aide dans la Vienne, Angelo de Jésus Lucas et Sébastien Coulmin. Alors, voyageur, il n'y a pas de chemin et le chemin se fait en marchant, écrivait Antonio Machado, c'est un poète. Et on peut un peu résumer avec cette phrase la façon dont les engagements multiples de Daniel Defer ont jalonné sa vie. Alors, pour en discuter, on a le plaisir d'accueillir l'historien Philippe Artière, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire du fort privé, des écritures autobiographiques, qui a notamment travaillé sur l'histoire des prisons, du groupe d'information des prisons et des années SIDA. Il est l'auteur d'un livre d'entretien avec Daniel Defer qu'il a réalisé donc avec Éric Favreau, que nous accueillons également, qui est journaliste à Libération, grand reporter et spécialiste notamment sur le sujet de santé. Et notre troisième invité est Michel Briand, qui est professeur émérite à l'Université de Poitiers, helléniste et chercheur en danse, qui a été militant à Aide dans les années 1980-1990 et s'intéresse entre autres à l'histoire de la danse, de la littérature, aux questions de genre et de sexualité dans l'Antiquité et des réactivations avec l'époque contemporaine. En alliant donc une théorie critique et queer ainsi que des perspectives esthétiques, anthropologiques et politiques. Donc on est en plein dans l'œuvre de Foucault également. Avant d'entamer nos échanges, je voulais vous signaler que je travaille à l'Espace Mendès France. On a une revue qui s'appelle L'Actualité Nouvelle-Aquitaine. On a eu la chance avec Jean-Luc Terradios, qui est le rédacteur en chef de la revue, de rencontrer Daniel Defer à plusieurs reprises, de réaliser une série d'entretiens vidéo avec lui. Et il était venu aussi à l'invitation de l'association des Jardins de Vendeuvre, donc qui était la maison de Michel Foucault, qui organise tous les ans pour les Journées du patrimoine des événements et auxquels d'ailleurs Philippe Artière a participé. Et Daniel Defer avait fait une conférence sur justement l'engagement de Michel Foucault que nous avions édité, où il revenait sur l'engagement avant le GIP, justement, parce qu'on a souvent cette image-là de l'engagement de Foucault, alors qu'elle débute évidemment bien avant. Et on avait aussi, je fais le lien parce que lundi, il y a l'inauguration d'une exposition de dessins de Benoît Hamé, qui dessine aussi pour la revue et qui a réalisé des très belles planches sur les différentes maisons de Michel Foucault, donc sa maison natale à Poitiers, cette maison à Vendeuvre, mais également une autre maison qui est moins connue, qui est celle de la Cure à Verru. Donc voilà, on peut retenir facilement ce lieu. Et en fait, Daniel Defer n'était pas retourné dans cette maison depuis la mort de Foucault, donc on avait eu l'occasion de l'emmener. Voilà, mais je vais débuter donc nos échanges et j'aimerais vous demander à tous les trois, peut-être commencer avec vous, Philippe, quelle a été votre rencontre directe ou indirecte avec Daniel Defer ? Merci beaucoup, merci de cette invitation, merci à vous toutes et tous d'être là cet après-midi. Ma rencontre avec Daniel Defer, finalement, de nous trois, je suis celui qui l'a connu le plus tardivement. Je l'ai connu dans un premier temps, je l'ai vu une première fois, bien après la mort de Foucault, en 88. Dans un appartement près de l'hôpital et de la santé, de la prison de la santé, avec un de ses, justement, vous évoquiez 68, avec un de ses grands amis de la Fondation Thiers, où il était avec Jacques Rancière en 68, qui était un spécialiste du mont Athos. Voilà, donc vous voyez, c'est très loin et du sida et des luttes. Et nous avions pris un thé, voilà. Et puis après, je l'ai retrouvé au centre Michel Foucault, où ma directrice de thèse, Michel Perrault, m'avait dit: ce serait peut-être bien que vous alliez voir. Il y a une association, il y a quelques personnes, et c'est vrai qu'il y avait que quelques personnes à l'époque. Voilà, d'autres qui sont passés comme François Ewald
ici, à Poitiers. Et puis ensuite, j'ai retrouvé Daniel Defer quelques mois plus tard au Conseil national du sida, où il avait été nommé par François Mitterrand, non pas comme président, puisque c'était Françoise Héritier, mais comme responsable de l'association Aide. Et voilà, et moi j'étais objecteur de conscience. Donc, vous voyez, ce sont des rencontres à la fois par les savoirs et puis par des capillarités, on va dire, diverses. Merci. Éric Favreau. Alors moi, c'était une scène assez rigolote parce que je me suis trompé. Donc c'était en 1986. Je commençais tout juste au journal Libération à m'occuper des questions de santé. Et il y avait une inauguration des locaux de Aide dans un appartement près des Halles. Je connaissais personne. Hein. Et voilà, et c'était Michel Barzac qui venait. C'est pas bien comme ça, c'est mieux, il faut le coller. Ah bah voilà. Et, voilà. Et c'était Michel Barzac qui venait inaugurer ces lieux, c'était un peu inattendu, je connaissais absolument personne, et je demandais aux uns et aux autres qui étaient là, et c'est qui cette personne-là? Et on me dit, ah ben là, ça c'est Daniel Defer. Donc je crie bêtement dans mon article le lendemain, Daniel Defer, etc. Eh ben c'était pas Daniel Defer. Parce qu'à l'époque, Aide était une association, comme toujours, c'était assez conflictuel, c'était assez compliqué. Et on m'avait manipulé d'un bien grand mot, mais on s'était amusé, c'était Frédéric Edelman, alors qu'ils étaient tous les deux en conflit très violent. Voilà. Mais c'était un vrai conflit, un conflit intéressant, puisque Daniel, à l'époque, voulait faire de Aide une association de volontaires dans la proximité, alors que Frédéric était plutôt parti pour une association d'experts. Voilà. Donc voilà, ma première rencontre avec Daniel a été celle-ci. J'ai pris Daniel pour Frédéric ou Frédéric pour Daniel, et voilà. Et bizarrement d'ailleurs, mais ça c'était un des traits d'humour de Daniel, il me l'a raconté que plus tard, parce que moi j'étais persuadé de ne pas m'être trompé. On reviendra justement sur cette période concernant Aide, Michel. Oui, alors en ce qui me concerne, ce n'est pas la première rencontre, une rencontre individuelle en face à face, mais j'étais perdu dans la masse des nombreux volontaires de Aide. On disait volontaires d'ailleurs, ni bénévoles, ni encore militants, même si j'accepte très volontiers ce terme-là pour cette époque du moins. Donc d'abord indirectement, en 87, où j'ai commencé à entendre de plus en plus parler de lui, puisque mon mari participait, enfin on n'était pas mariés à cette époque-là, puisque ce n'était pas encore possible, mais fondé avec d'autres l'association Aide Alsace à Strasbourg, en démarrant d'abord par la permanence téléphonique et puis ensuite par l'aide aux malades. Et je l'ai rencontré de visu directement comme il faisait pour chaque comité, quand il est arrivé à Besançon pour la création en 88 du comité Aide Franche-Comté, qui lui démarrait à partir d'une conjonction entre l'association gay, lesbienne, etc., à laquelle je participais, et le planning familial, en fait, de l'endroit. Ce qui voulait dire d'ailleurs que, du coup, les premières actions étaient différentes de celles de Strasbourg. Et il était particulièrement impressionnant parce que, avec son savoir, sa capacité à avoir 10 idées par minute, etc., il accordait une extrême liberté aux différents comités qui chacun avait une histoire militante, politique, tout en indiquant les orientations fondamentales de Aide, qui était constitué à cette époque-là uniquement d'un comité parisien et puis d'autres comités dispersés. Et pour donner une image de l'impression qu'il m'a faite, en relisant mes notes, enfin mon journal de l'époque, j'ai trouvé un petit portrait en une page, mais qui date pas de 88, qui date de 94, aux Assises nationales de Paris,
où on célébrait, j'emploie le mot volontairement, de façon ironique, les 10 ans de Aide, et où Arnaud, d'ailleurs, Daniel, déclarait que c'était pour lui un peu dommage, en fait, il regrettait que l'association soit encore là après 10 ans, parce qu'il ne l'aurait pas créée, en fait, s'il y avait eu un tel délai. Il espérait que le traitement apparaîtrait plus vite, etc. Et il est intervenu, et dans mon journal, j'ai écrit ceci: Daniel, malicieux, gloussant, parce qu'en effet, il avait un humour parfois cruel, et révolutionnaire, pétillant. Et je pense que l'idée de l'association de l'humour, y compris d'humour de folle, extraordinaire, et en même temps la volonté révolutionnaire d'agir de manière pragmatique, c'est ce qui le caractérisait tout le temps, et y compris donc la première fois où je l'ai vu intervenir auprès d'un comité local. C'est-à-dire toujours du côté de la vie, de la colère, mais de la colère qui cherche à agir de façon efficace pour l'aide aux personnes concernées, quoi, en fait. Voilà. J'aimerais bien qu'on remonte un peu le fil justement de cet engagement, et notamment avant la rencontre avec Foucault et avant la création justement de Aide. Comment, dans les entretiens que vous avez pu mener, Éric et Philippe, vous pouvez voir l'enracinement finalement de cet engagement, avec peut-être un point de bascule évidemment avec Philippe Foucault. spécial. Alors Philippe. Je pense qu'il y a un événement générationnel majeur, et on voit dans l'histoire contemporaine combien il a été minimisé, y compris par la discipline historique. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui, c'est la guerre d'Algérie. Et le cartel des ENS, de l'UNEF, ça a toujours été, Daniel, la semaine d'entretien qu'on a eu à Rome ensemble, il y a quelques années maintenant, et il y a une quinzaine d'années, insistait beaucoup sur la guerre d'Algérie, et insistait beaucoup aussi sur la confiance qu'il avait pu avoir en certaines personnes ensuite par rapport à leur rapport à la guerre d'Algérie. J'en donnerai 2 exemples. Alain Gesmar présidait au moment de la guerre d'Algérie l'UNEF nationale, et quand il a rejoint la gauche prolétarienne, pour lui, Gesmar, c'était pas tellement le garçon, le syndicaliste de 68 qu'on connaît avec Sauvageot et Cohn-Bendit, mais c'était le Gesmar qui avait été de manière différente des communistes, non pas seulement contre la guerre d'Algérie et pour la paix, mais contre le colonialisme. Donc c'était le mot d'ordre de l'UNEF. Et le deuxième point, le deuxième exemple, c'est au moment de la création du GIP. Il se pose la question de savoir quelle autre figure que la sienne il peut associer pour annoncer le GIP, et il décide de prendre Pierre Vidal-Naquet. Et Pierre Vidal-Naquet est antiquisant, spécialiste dans l'Antiquité, grande figure intellectuelle, mais il est aussi et d'abord quelqu'un qui s'est engagé au moment de la guerre d'Algérie. Et c'est peut-être ça, et c'est pas propre à Daniel de faire, mais disons c'est un moment d'entrée, ce qui n'a pas été le cas de Michel Foucault, qui n'appartient pas à la même génération, mais pour Foucault, qui est en Suède à Uppsala où il est, il y a beaucoup de militants du FLN algériens, puisque la Suède a cette politique d'accueil déjà. Et Foucault passe un peu à côté de la guerre d'Algérie, il faut le dire. Si on regarde les écrits, on ne voit pas beaucoup de textes. Alors que Daniel, lui, ne passe pas à côté de la guerre d'Algérie, nous a-t-il raconté, un peu à côté de 68, puisqu'il est à la Fondation Thiers. Alors, pour ceux qui ont une image, qui peuvent se représenter Paris, la Fondation Thiers, c'est pas très loin c'est rive droite, et c'est pas très loin de Pigalle, place Thiers. Et Daniel nous disait, oui, avec Jacques Rancière, on regardait, et puis on disait, tiens, ça a l'air de bouger par là-bas.
La Fondation Thiers à l'époque, hein, c'est une fondation Thiers, comme vous savez, c'est quand même celui qui a réprimé la Commune de Paris. Donc bon, alors il la débaptise, mais voilà, ils sont quand même toujours servis en gants blancs. Et puis après ça a eu du mal à changer la Fondation Thiers, hein, encore il y a une quinzaine d'années, c'était quand même pas le haut lieu du progressisme. Mais cette importance de la guerre d'Algérie, cette importance aussi de ce que Foucault rapporte de ce qu'il a vu lui en Algérie et ce que vous avez en Tunisie, c'est ce que vous avez évoqué. Voilà, c'est peut-être comme ça que je répondrai sur l'avant GIP. Il y a évidemment la gauche prolétarienne, mais la gauche prolétarienne, c'est aussi c'est là aussi qu'il faut déconstruire probablement les choses. Daniel ne faisait pas partie des 11 dirigeants de la gauche prolétarienne, qui était cette organisation maoïste. Toujours été assez méfiant vis-à-vis de ce type d'organisation, bien qu'il y connaissait beaucoup de monde. Mais il y connaissait beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup de monde de la gauche prolétarienne qui appartenait au milieu des normaliens et des intellos. Donc oui, mais il s'en rapproche, il participe, et c'est peut-être ça qui est très intéressant, c'est que l'engagement, ce n'est pas prendre sa carte. L'engagement, ce n'est pas forcément adhérer à une association. L'engagement, c'est être dans l'action aux côtés d'un certain nombre d'autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver et que chers amis diront mieux que moi. Et peut-être pour poursuivre sur justement le lien dans son parcours d'engagement sur la gauche prolétarienne, j'ai parlé aussi des prisonniers politiques et ensuite la création du GIP, même si on en parlera davantage ce soir, mais en fait ce qui m'a marqué dans le livre d'entretien, ce sont quand même des mouvements clandestins. Et il y a cette notion-là qui est très marquée dans les mouvements qui sont créés, avec une bascule au moment de Hetz qui est une association. Mais il y a quand même un engagement, il y a quand même cette notion-là qui traverse. Alors je veux bien qu'on revienne justement, parce qu'aujourd'hui ça peut paraître un peu... cette notion de clandestinité, elle revêt pas les mêmes choses, je pense, donc ça peut être intéressant d'y revenir. Et elle s'inscrit aussi dans un contexte, en tout cas pour la création du groupe d'information des prisons, avec des révoltes, notamment des mutineries à Toul et à Nancy en 1971 et 72, dans lesquelles Foucault et Defferre et d'autres intellectuels, j'ai pas cité, mais il y a aussi Hélène Cixous, enfin voilà, il y a d'autres intellectuels de cette période-là, de l'université de Vincennes, finalement, qui se mettent du côté des personnes, des détenus qui sont à l'origine de la mutinerie, alors qu'ils sont quand même aussi dans un mouvement de rejet de la violence. Ils ne sont pas des révolutionnaires pour la lutte armée. Donc je veux bien qu'on revienne sur cette période-là en termes de cette vision aussi de l'engagement. Alors bon, je vais essayer de dire ça très très vite. Il y a une organisation qui s'appelle la gauche prolétarienne, comme il y avait une organisation qui s'appelait la Ligue communiste, qui était trotskiste. Ce sont des organisations politiques qui sont dissoutes par la loi Marcellin du printemps 70, et donc qui deviennent par conséquent illégales. Et donc la clandestinité, c'est qu'on se reconnaisse, c'est pas tellement que c'est des organisations clandestines comme on pourrait parler d'organisations clandestines pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait c'est surtout le fait que les gens se reconnaissent de ces organisations-là. C'est-à-dire, ils signent par exemple un tract, les Mao, où ils ont encore le journal « J'accuse la cause du peuple », la cause du peuple étant le journal. Mais, et ça c'est peut-être important aussi pour distinguer Daniel Defferre de Foucault. À l'époque, les organisations d'extrême gauche, et singulièrement les maoïstes, ont une politique très claire avec les intellectuels, qu'ils appellent les démocrates. Les démocrates, c'est ceux qu'on ne peut pas mettre en prison. Vous connaissez le mot de Gaulle, on n'enferme pas Voltaire, concernant Sartre. Donc Sartre va être comme ça le directeur de publication de La cause du peuple.
Et l'intelligence aussi de Daniel, c'est de se dire, Foucault vient d'être élu au Collège de France. Foucault, sa pensée commence à être commence à beaucoup circuler. Eh bien, on a besoin aussi d'un démocrate comme Foucault, comme Deleuze, comme Simone de Beauvoir, comme Claude Mauriac, comme un certain nombre. Et on les met devant. Pas du tout comme bouclier, mais comme une parure juridique. C'est-à-dire, ça permet un bouclier juridique. Ça permet au journal d'exister. Ça permet à un certain nombre de choses de se faire. Et puis, accessoirement, vous l'avez dit, c'est quand même des gros portefeuilles financiers. On l'oublie, mais Sartre a financé beaucoup d'organisations, y compris la Cause du Peuple, et Foucault aussi, et d'autres. Donc ça, c'est une dimension qu'on retrouvera à Aide. Daniel savait très bien faire avec les gens qui avaient de l'argent et avec les gens qui avaient du pouvoir, de l'autorité. Donc je crois qu'il faut un tout petit peu relativiser cette clandestinité. La clandestinité, elle va être vraiment réelle pour une minorité de militants qui sont Alain Gesmar, qui a passé quand même plus d'1 an en prison, pour des militants de la NRP, les nouveaux partisans, qui eux, comme un certain nombre de gens qu'on connaît aujourd'hui, qui ont été écrivains, qui ne s'en sont pas cachés, comme Jean Rollin, ont participé à des actions violentes. Et donc, ils sont en clandestinité parce qu'ils sont dans une illégalité. Se reconnaître de l'AGP, c'était déjà se mettre dans une illégalité, mais pas tout à fait la même que celle d'envoyer des cocktails Molotov sur par exemple, les grands bureaux des charbonnages de France ou sur un commissariat de police, etc. Donc voilà, ça c'est. Et je crois que cette idée que les intellectuels peuvent servir, c'est vraiment quelque chose et on peut les mobiliser de temps en temps. Et ce sera d'ailleurs, pas aller trop vite, mais ce sera d'ailleurs une des premières choses que Daniel fera en 84. On appellera d'abord un certain nombre d'intellectuels autour de lui, dans cette première lettre, qui ne sera pas forcément un grand succès. Oui, en t'écoutant, ce qui est quand même très impressionnant dans l'évolution des engagements de Daniel, c'est que là, vous parliez de la clandestinité, mais l'énorme changement qui va se passer, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'ils vont plus s'engager comme intellectuels, mais parce qu'ils sont touchés directement. Il se passe, que ce soit d'ailleurs pour Foucault, mais surtout pour Daniel, et c'est ça qui va complètement bouleverser en tout cas, c'est une différence très 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 forte. C'est pas on s'engage pour une cause, on s'engage d'une certaine façon d'abord pour soi. Alors c'est vrai que c'est un petit peu particulier dans le cas de Daniel, puisque quand il le raconte, alors en même temps, Daniel sait raconter, donc sait mettre en scène un petit peu. Donc quand il dit j'ai voulu transformer mon deuil en combat, voilà. Mais il y avait une sorte de proximité qui allait faire cette originalité absolument ahurissante qu'allait être Aide et les autres associations de malades. Et d'ailleurs, après dans la progression, on en parlait là juste avant avec Michel, il a fallu même que la proximité aille un petit peu plus loin, puisque Daniel a accepté à un moment donné, même si il aurait pu s'imaginer président de Aide un peu plus longtemps, il s'est dit, mais non, il y a un moment donné, il faut que ça soit quelqu'un qui soit directement touché par le... Et donc, ça a été une des raisons pour laquelle Daniel s'est mis de côté et a laissé Arnaud Marty-Lavozelle prendre la présidence. Mais c'est ça, il y a eu, et c'est ça en quoi cet engagement, je le trouve, est très très original, fort et assez unique, c'est l'engagement d'un intellectuel, parce que moi, comme journaliste, j'avais une chance énorme. J'avais quelqu'un qui était intelligent devant moi, qui me formait, voilà, donc et qui me décryptait des choses. Et de l'autre, il y avait une expérience personnelle qui nourrissait, qui donnait plus que de la vie. Et voilà. Voilà. Et je trouve, c'est vrai que je n'avais pas perçu à ce point comment on est allé de plus en plus dans une proximité intense et vitale, quoi.
C'est vraiment ce pont probablement entre la prise en considération de la parole des détenus jusqu'à lorsqu'il y a la création de AIDS, le patient expert finalement. Ça c'est aussi un peu une nouveauté, enfin en tout cas dans les formes. Je continuerai, parce que patient expert, ça vient après. Mais ce qui est fascinant dans l'histoire de AIDS, c'est que, comme le racontait Philippe, donc Daniel Foucault meurt, etc. Il rentre, il part à Londres, il revient, et il va écrire une lettre qu'on trouve tous admirable, mais qui est quand même assez confuse, quoi, assez compliquée. Quoi, hein, voilà. Il l'envoie à ses amis. 1, personne ne répond. Et 2, il fait une première réunion. Et la chose qui est facile, enfin, on en parlait il y a 5 minutes, qui est impressionnante, c'est que dans cette première réunion, les 2 tiers des gens allaient ou étaient malades et allaient mourir, et ils ne le savaient pas, quoi. Hein, donc il y avait une préscience, une prémonition absolument ahurissante, une intuition de quelque chose qui était quand même voilà, extraordinaire dans le cas de Daniel. Voilà. Peut-être un dernier mot pour revenir sur le moment GIP dont on parlera peut-être un peu ce soir si vous venez voir ce film qui est, je trouve, tout à fait formidable aussi parce qu'on entend Daniel parler du GIP et d'autres. C'est cette attention très forte qui n'est pas du tout je dirais dans l'air du temps de l'époque, certes faire des enquêtes, mais pas faire des enquêtes de militants qui regardent des sujets, c'est-à-dire de dévier la sociologie et de faire un questionnaire, certes, avec un sociologue comme Jean-Claude Passeron, hein, qui n'est pas n'importe quel sociologue, il travaillera avec Bourdieu. Bon, mais ce questionnaire, c'est un questionnaire qui parle et qui veut rentrer en contact avec quelque chose qui n'est pas questionné à l'OPP, donc à l'Organisation des prisonniers politiques, qui est l'ordinaire de la détention. Et ce qu'on va retrouver beaucoup à Aide, c'est-à-dire cette question de c'est quoi les besoins, c'est quoi les revendications qu'on doit poser. Et c'est pas du tout, et je crois que c'est ça la chose qui est vraiment passionnante dans le questionnaire du GIP, c'est qu'il n'est pas question de grand soir, ce qui donne une modernité aujourd'hui au groupe Information Prison, beaucoup plus grande peut-être, on peut le regretter, mais c'est comme ça, que d'autres organisations qui au même moment sont dans les bidonvilles ou font, enfin, bref, il y a un certain nombre de foyers, comme on disait. Et pour dire quand même juste un mot du rapport entre Daniel et les prisonniers politiques, parce que les prisonniers politiques, c'est une revendication donc d'un certain nombre de militants de la gauche prolétarienne qui sont en prison ou qui risquent d'être condamnés par la loi anti-casseurs que j'ai évoquée, hein, la fameuse loi Marcellin. Cette revendication, elle sonne aussi très bizarrement pour Daniel au regard de la guerre d'Algérie, puisque la revendication de prisonniers politiques, c'était la revendication des prisonniers de l'OAS, enfin des prisonniers, des membres de l'OAS qui étaient en prison, qui ont été graciés en 68. Il ne faut jamais l'oublier, ils ont été graciés en 68, mais par De Gaulle, mais c'était leur revendication d'être. Et cette question-là, pour quelqu'un, il faut l'évoquer, pour quelqu'un comme Daniel qui ne venait pas de la grande bourgeoisie. Hein, donc il y a toujours qui n'était pas parisien, qui ne venait pas de la grande bourgeoisie, et donc cette dimension sociale, elle était importante, et il le savait très bien. Enfin, il le rappelle dans les entretiens très souvent. Hein. Le salon de coiffure de son père à Avallon. Et ça, c'est aussi important parce que peut-être que justement cette idée que on prêter attention. C'est tout ce que Sartre n'aura pas fait.
Hein, il y a aussi cette... s'il s'inscrit avec Aaron en thèse, ce qui est quand même un truc de dingue. Hein, si on y réfléchit dans l'histoire intellectuelle, Aaron et Foucault entrent au Collège de France tous les deux. Lui, il s'inscrit en thèse avec Aaron, qui est quand même pas le plus progressiste des philosophes de l'époque. Mais voilà, je pense que cette dimension aussi, cet ancrage dans une culture, disons, marxiste est importante aussi. Et justement, sur les étapes de création de Aide, puisqu'on va aller sur le vif du sujet, il y a cette lettre, et puis ensuite, il y a quand même le mouvement, l'année, on va dire, un peu charnière, est 87, dans mes souvenirs, vous me redirez. Et justement, peut-être, comment ça s'est diffusé, ça peut être l'expérience de Michel, et comment Enfin, là, il y a plusieurs choses dans ce qui a été dit, notamment sur la question réformatrice, un peu, qui est liée à la justice, en fait, à la justice sociale. Et lui, il est revendicatif aussi, plutôt du côté du droit ou des moyens donnés pour la santé. Si j'entends, ce qui le met un peu... je vais tout de suite à ma deuxième question, comme ça vous pourrez échanger. Ce qui va quand même faire que AIDS va être aussi dans les formes d'engagement, pas dans les mêmes modes d'action, ni dans les mêmes modes politiques que des associations comme ACT UP. Ben voilà, on sait qu'il y a eu... un rapport à l'État et des modes d'action différents, et aussi à l'intérieur de AIDS des conflits. Voilà, donc ça peut être peut-être intéressant de revenir sur toutes ces deux temps-là. Oui, en partant en fait de Daniel, encore une fois, c'est-à-dire pour moi l'exemple typique d'un universitaire militant, ce qui pour beaucoup de gens est une contradiction. Enfin, on reproche parfois à des universitaires d'être trop militants ou à des militants d'être pas assez réflexifs ou strictement activistes, etc. Et je pense que non, là, c'est vraiment un universitaire qui remplit son rôle jusqu'au bout. On n'est pas obligé, hein, c'est pas une condamnation des autres attitudes de ma part. C'est-à-dire qu'il produit des concepts. Par exemple, l'idée que le malade est un réformateur social, ça c'est vraiment une notion très importante. Inventé par Daniel, mais dans des applications concrètes. Alors, on parlait de clandestinité tout à l'heure, il n'y avait pas de clandestinité à Aide, mais n'empêche que quand on distribuait des seringues alors qu'elles n'étaient pas encore en vente libre, avant que la ministre de l'époque, Barzac, l'autorise, il y avait aussi des éléments de clandestinité et donc d'engagement qui allait plus loin que simplement la proclamation de discours. Puis j'ajouterai deux choses là-dessus. C'est le malade qui est réformateur social. C'est pas le médecin, par exemple. Quand on est à une époque où, en fait, le malade en sait plus sur les traitements, par exemple, sur ce qu'il a, que le médecin. À plus forte raison, les premières années où, de toute façon, personne ne connaissait grand-chose. Il y a les notions de collectivité, cette capacité, dès son premier courrier, en fait, pour la création de Aide, à savoir que lui, il peut promouvoir des idées, il peut faire du travail de lobbying, par exemple, qui faisait très bien, en effet, mais que tout ça doit représenter une communauté, un ensemble. Et l'idée que cette communauté des personnes touchées est extrêmement diverse, c'est-à-dire que ce sont les personnes elles-mêmes qui peuvent décider comment... quels sont les problèmes concrets auxquels elles sont confrontées et comment, ensemble, on peut trouver des solutions, des aides, hein, d'où le nom, d'où la création successive de groupes gays, ça a commencé plutôt par là, mais ensuite tous les groupes d'autosupport pour les usagers de drogue, dans lesquels intervenaient des usagers de drogue, hein, je pense... ou des gens qui l'avaient été. Je pense à Valère Rougissard, qui est mort l'année dernière, par exemple.
groupe qui travaillait plutôt avec les prostituées, comme on disait à l'époque, maintenant travailleurs ou travailleuses du sexe, aide à domicile, les projets d'appartements thérapeutiques. Enfin, j'en oublie. Hein. Le groupe Sourd, par exemple, qui est aussi une communauté qui était extrêmement touchée, faute d'accès à l'information, par exemple, ou à l'éducation thérapeutique, enfin des choses comme ça. Et encore une fois, j'en oublie beaucoup. Et ça repose sur l'idée que pour que le malade soit encore plus un réformateur social, c'est-à-dire qu'il prenne, ça s'appelle l'empowerment en fait, se prenne lui-même en charge et lutte pour lui-même ou pour sa communauté, c'est vraiment la notion de santé communautaire qui s'est développée à partir de ça et qui a servi, alors il n'y a pas que Aide, hein, il y a d'autres structures dans ce domaine-là, mais qui a servi ensuite de modèle pour quantité d'autres pathologies. Je pense que l'une des directrices d'Aide Fédération au début des années 90, Claire Compagnon, ensuite elle a poursuivi son travail, mais dans le domaine du cancer, par exemple. C'est-à-dire comment le malade ou les personnes proches peut agir, et parfois peut agir de manière plus efficace, parce que c'est urgent, que des structures institutionnelles qui mettent beaucoup plus de temps ou qui même refusent d'agir. Parce que là, on est à une époque où des dentistes refusent de soigner quelqu'un s'ils apprennent qu'il est je sais pas, qu'il est homo par exemple, ou même qu'il est, j'ai quelques cas comme ça, qu'il est militant à Aide. Hein. On a vu ce genre de choses, puisque Aide, ça voulait dire homo et malade. Ce qui était évidemment faux avec ce que je viens de vous indiquer sur la diversité des personnes concernées, touchées violemment par l'épidémie. Et du coup, pour finir là-dessus, il y a l'idée que Daniel fonctionnait comme un catalyseur en fait, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui propose des choses, et puis ce serait un excellent enseignant aussi. Moi, je n'arrive pas forcément à faire ça, mais à donner les conditions d'élaboration d'une pensée et de modalités d'action. Et pour finir là-dessus, je voudrais juste citer Arnaud Marty-Lavozel, donc qui a été président à partir de 91-98, dans le film de 94, le film de Serge Moiti, qui s'appelle Aide, la mémoire des combattants. Oui, pourquoi le mot bénévole me... Voilà, c'est vraiment une histoire de combat. Hein. Comment il décrit Aide? Et dans sa description, j'imagine assez volontiers Daniel en tête de ce mouvement. Nous sommes une cohorte, un groupe de gens qui marchent ensemble, certains tombent. Oui, en 94, il y a eu 4000 morts du sida en France. Pour les accidents de la route, l'année dernière, c'était 3000. Voilà, donc ça donne un peu une idée de la situation, de l'ambiance, disons. Certains tombent, certains abandonnent la marche, mais en même temps, le mouvement continue. Et c'est cette notion de mouvement qui m'importe et qui infuse ensuite dans d'autres secteurs. Voilà. Je pense que les hôpitaux ne pouvaient plus fonctionner de la même manière après, où le rapport patient, médecin, ou le rapport entre un malade et ses proches également. Après, il y a toujours des retours de bâton. Hein. Le biopouvoir reprend sa place dès qu'il peut. Mais bon, voilà. Mais moi, je me permettrais d'ajouter deux choses quand même dans ce que tu dis. Parce que moi, ce qui m'avait toujours impressionné chez Daniel, surtout quand on voit un peu tous les engagements actuels, c'est qu'on ne parle que quand on a quelque chose à dire, quoi. Et au tout début de Aide, comme tout le monde, il y avait des gens, il faut faire une conférence de presse. Ils disaient, attendez, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Attendons de savoir un petit peu quelles sont. Et c'est pour ça que la remarque d'ailleurs de Philippe, c'était sur l'ordinaire qui n'émergeait jamais, l'ordinaire des malades. Voilà. Donc c'était pas rien. Donc, et c'est vrai que ce principe de parler quand on a quelque chose à dire, ce serait pas mal s'il était un peu plus répandu aujourd'hui comme hier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que
ça l'agaçait quand même beaucoup quand on ressort toujours à Daniel, la fameuse formule de réformateur social, etc. Voilà. Parce que d'abord, elle arrive un peu tardivement quand même, elle arrive 88-89, c'est quand même une situation où la médecine est en échec total, quoi. Daniel avait un profond respect pour la recherche, pour les médecins, etc. Donc c'est parce que rien ne marchait, quoi. Et rien ne marchait, ça rendait la médecine encore plus inopérante, encore plus maladroite, encore plus inhospitalière. Donc c'est pour ça qu'il s'est rendu compte, voilà, c'est pour ça qu'après il disait, mais attendez, tous les présidents de Aide l'ont un peu dit après, il disait, mais à quoi ça sert maintenant Aide, qu'il y a les traitements, pourquoi on continue? Parce qu'il y avait aussi cette volonté de faire des choses que les autres ne faisaient pas après. Hein. Et voilà, que si l'État, par exemple, aujourd'hui on est dans des situations cocasses où Aide a toute une série d'actions qui sont du relais, de ressort des pouvoirs publics. Mais voilà, pourtant, voilà, c'est Aide qui le fait. Enfin, il y avait cette idée toujours de, voilà, on fait ce que les autres ne font pas. Et puis donc, c'est vrai que l'énormité quand même des choses, c'est que, comme tu le dis, 4000 morts par an, les gens mouraient, la médecine était impuissante, alors qu'elle sortait de 40 ans de triomphe. C'était la montée en puissance, voilà. Donc il y avait quand même un contexte absolument ahurissant. Et voilà, et par chance, voilà, il y a eu cette... Est-ce que je peux ajouter quelque chose juste à ce propos? En effet, justement, dans le film de Moitié dont je parlais tout à l'heure, Daniel est interviewé au début et il déclare ça, ce que je disais au début d'ailleurs, qu'il était profondément touché par le fait qu'en 1994, l'association existe encore et qu'elle soit nécessaire. Après, je dirais beaucoup de volontaires, etc., ont arrêté après. Enfin, c'est mon cas, par exemple, après, à partir de 96-97. Peut-être parce qu'on voyait que l'association fonctionnait bien aussi, qu'elle était efficace, que la formation des volontaires avait été également très efficace. Et puis que, évidemment, les trithérapies arrivaient et ça changeait tout. Mais ça changeait tout, pas partout. Par exemple, à l'international, je crois que Aide maintenant a encore aussi beaucoup d'actions au niveau international. Et c'est comme ça, c'est une évolution. Il y a des formes, il y a des tempéraments aussi qui aiment bien. Je pense que Daniel, il était plutôt du côté de créer des choses, et puis après, ça suit son cours. Si ça fonctionne bien, c'est encore mieux. Je pense qu'il devait être assez satisfait. Je voudrais donner un exemple, parce que quand on dit l'ordinaire, comment, au fond, c'est l'éternelle question en sociologie, c'est comment on appréhende des données, comment on produit des données. Et à Aide, alors c'est pas seulement Daniel, il y a eu un objet tout à fait singulier, qui est un peu... il y a quelques pages dans Aide solidaire, le volume d'Emmanuel Hirsch, qui est paru au début des années 90, qui était la première somme. Emmanuel Hirsch est un éthicien qui a beaucoup milité. Et ce sont des cahiers de suivi de volontaires auprès des personnes vivant avec le VIH. C'était les volontaires de Aide, c'était des duos. Donc, parce que évidemment, pour plein de raisons, pour des raisons de temps, pour des raisons aussi d'intensité des relations. Vous l'avez rappelé, la mort est dans ces années 80, fin des années 80, jusqu'aux antiprotéases, est très présente. Et donc, ils inventent un cahier qui est un cahier sur papier carbone, avec 3 catégories, 3 rubriques. Première rubrique, je ne sais pas si c'est la première, mais enfin, les problèmes sociaux que rencontre la personne. Deuxième rubrique, les problèmes de santé. Et puis derrière, qui concerne tout ce qui relève, disons, de la psyché, quoi, de la souffrance psychique. Et ça, pourquoi c'est en carbone ?
parce qu'il y a une page, le double, il remonte directement à l'association. Et donc, quand on va faire une conférence de presse ou quand on va rentrer dans le bureau du ministre parce que on a on a un rendez-vous, on n'arrive pas avec des éléments de langage qu'on dit aujourd'hui. Ben non, on arrive avec du réel qui est là. Et c'est et ça c'est vraiment un enseignement de Foucault et de ce que Deleuze dira à Foucault. Tu es le premier à nous avoir appris à ne pas parler à la place des autres. C'est quand même une chose qui, encore une fois, alors je vais être très positif, je vais dire que en fait, qui a initié énormément d'autres mouvements après. Et on ne parlera pas du groupe information santé, parce que ce n'est pas tout à fait le cas, ou du groupe information asile, qui n'est pas tout à fait le cas. Parce que ce n'est pas vrai que c'était des personnes psychiatrisées qui étaient véritablement acteurs de ces groupes d'information. C'est après, avec Aide, il y a plein d'autres associations où, par exemple, les associations de chômeurs, toutes ces associations de sans-papiers, enfin tout, on ne parle plus, on n'est plus dans une posture à la Sartre où on se met à parler du mineur de fond, mais plutôt dans une posture, alors à certains égards aussi, de ce que Foucault, et c'est quelque chose que Daniel aimait bien comme concept, mais qui est rare, celle d'intellectuel spécifique. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, comme universitaire, a un savoir particulier, ou comme ingénieur, ou comme infirmière, ou soignant, ou comme malade, ou comme... à partir de ce savoir-là, fait de ce savoir un savoir politique. Et je crois que c'est vraiment... Parce qu'en t'écoutant, tu as évidemment raison, mais j'ai découvert aussi que Aide, d'une certaine façon, n'avait rien inventé. Parce qu'il y a eu dans les années 60, au début des années 70, il y a eu les mouvements des handicapés méchants, où c'était les handicapés eux-mêmes qui disaient, voilà, il y a eu bien plutôt les malades de la tuberculose. Mais la différence essentielle, c'est que, je ne sais pas, je trouve que c'est intéressant, pourquoi tous ces mouvements un petit peu, mais qui étaient particuliers, qui avaient beaucoup moins d'écho, puis même les mouvements d'après-guerre, de gueule cassée, etc. Voilà, il y a eu des choses de structuration de groupes, de personnes directement concernées qui disaient on a des choses à dire et on a des souhaits et des désirs. Mais ça n'a pas fait tâche, ça n'a pas fait suite. Daniel et Aide, voilà, il y a eu quelque chose de magnifique, c'était une ouverture sur le reste, sur toute la société, qui fait que quand on voyait ce que faisait Aide ou ce type d'engagement, ça faisait écho à des gens qui n'étaient pas directement concernés. Voilà. Peut-être, c'est une supposition, mais voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose d'unique, mais qui est difficile à saisir. Pourquoi Aide a eu aussi cet impact? Oui, mais c'est vraiment un élément d'histoire, intelligibilité de l'histoire, c'est que personne n'invente rien. Il y a des transferts, d'ailleurs, tu l'as dit, tu as parlé de l'Angleterre. Daniel est très frappé, il part en Angleterre, pas pour regarder ce qui se fait en Angleterre, il part en Angleterre parce qu'il vient de perdre Foucault, et il adore l'Angleterre. C'est un pays où il aimait aller beaucoup, il a toujours aimé aller en Angleterre, et il ira après, mais ce qu'il voit là, c'est une communauté homo, comme on disait, on disait pas gay, une communauté homo qui a de l'homo-sociabilité, qui prend le thé, qui mange des petits gâteaux, voilà, et qui n'est pas Arcadie. Arcadie, c'était une des premières associations homosexuelles, mais plutôt, disons, assez mondaine, où on prenait le thé, mais de manière un peu clandestine, etc. Non, là, les gens se réunissent, et c'est une manière, parce qu'en Angleterre, on prend le thé. Quel que soit le milieu auquel on appartient,
la cérémonie du thé, enfin l'heure du thé, c'est l'heure du thé. Et donc, et là, évidemment, il revient à Paris avec cette idée que c'est avec les gens concernés que on va faire quelque chose. C'est pas avec les bonnes âmes. C'est pas ça. Non, c'est les personnes concernées. Et c'est ce qui d'ailleurs, me souvient de discussions avec d'autres militants ensuite. Daniel était proche, comme Pierre Lascoum, quand il lutte pour le mariage gay et lesbien. Il dit, mais moi je lutte pour mon mariage. Même si je ne vais pas me marier, mais je lutte pour mes droits à moi. Pas parce que je trouve ça chouette pour les autres. Non, c'est pas ça. C'est vraiment et cette dimension-là, elle est forte sur le transfert Alors, c'est facile après quand on fait l'histoire de se dire il y avait ça, et donc voilà, il y a eu sans doute des transferts de savoir. Il se trouve que dans la trajectoire de Daniel politique, les années 70, ces années où des savoirs y compris des savoirs féministes, sont quand même des savoirs où il y a une mise en commun, où la question des soignants est largement remise en cause. L'avortement, qui est pratiqué au MLAC par des gens qui ne sont pas médecins, et des femmes qui ne sont pas médecins. Donc le planning, etc., enfin, des choses que vous connaissez bien. Donc ça, c'est vraiment je crois qu'un élément fort. C'est aussi, et c'est ce qui a donné beaucoup d'intérêt aux congrès internationaux de lutte contre le sida. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Daniel, c'est le fameux discours le malade, c'était à Montréal en 89. Ces congrès sont l'occasion de faire d'expériences singulières, encore une fois, un discours politique global. Et c'est aussi ça qui va beaucoup jouer. Vous parliez de la dimension internationale de aide. Cette dimension, elle n'est pas d'aller en Afrique subsaharienne et de dire il faut faire ci et ça. C'est de dire non. Et si, voilà. Comment un collectif de personnes concernées est possible dans telle ville. Et je me souviens qu'il parlait beaucoup, il était toujours un des exemples qu'il donnait, c'était ces témoignages qu'il avait d'ailleurs entendus dans des congrès en Ouganda. Et puis après, il est allé pour l'OMS à plusieurs reprises. Mais ces veuves du sida qui s'organisaient, et l'organisation n'avait rien à voir avec les Anglais, les gays anglais, mais c'était une autre forme d'organisation. Et ça, je crois que c'est vraiment cette idée de prendre un certain et de se saisir d'un certain nombre d'inventions politiques. Il y aurait plein d'autres questions, mais je pense qu'on va ouvrir au public et notamment sur ce qui vient d'être dit. Il y a aussi la question probablement qui a joué de la formation, mais qui rejoint finalement la circulation des pratiques et des savoirs. Peut-être qu'on peut faire le lien dès à présent, parce qu'il a été question des années de cendre, donc que tu as évoqué, Michel. Voilà, de se poser la question de l'évolution de AIDS à un moment où il y a moins de mortalité, où les traitements existent. Alors maintenant, qu'est-ce que fait cette association ? Quelle est son évolution ? Vas-y, Michel. À propos des années de cendre, qui est une expression que je ne connaissais pas avant ces derniers jours, ou de plomb, etc., je voudrais juste nuancer les choses, c'est-à-dire que en 94, par exemple, Aide avait créé une chose qui s'appelait la marche pour la vie. C'est pour donner la perspective qu'on avait. Hein. C'était un combat pour la vie. Voilà, plutôt que simplement une espèce de tragédie, comme ça, pas de misérabilisme et tout ça, ça aurait été vraiment le contraire. Il y avait la marche pour la vie, mais en même temps, il y a eu aussi tout cet engagement et essayer d'inventer d'autres rites autour de la mort. Tout à fait. Magnifique. Tout à fait. Ça, grâce notamment le patchwork des noms aussi, enfin des choses comme ça, bien sûr. Bien sûr.
Mais ritualiser la mort, c'est autre chose que de... C'est vrai que j'avais oublié la marche pour la vie, avec des t-shirts, je me souviens, blancs d'ailleurs, hein, et qui était aussi, il faut le dire, aussi une manière de répondre au dying d'Act Up. Même si évidemment il y avait plein de moments où les associations se réunissaient, et notamment le 1er décembre. Mais c'était aussi quelque chose, parce que vous avez évoqué ACT UP. ACT UP arrive quand même bien après, enfin bien après 89, 90. Quand ça commence à se structurer, mais 84, hein, c'est quand même 5 ans, et 5 ans, pendant ces 5 années, il y a quand même des milliers de personnes qui sont mortes, qui se sont contaminées, et ces 5 ans aussi, enfin 84, on pourrait dire c'est tard par rapport au début de la pandémie. Mais il faut voir aussi que les politiques publiques, avant le rapport de Claude Gau, c'est-à-dire 88, les politiques publiques, elles sont quand même extrêmement légères, à part effectivement des décisions comme Madame Barzac qui légalise la vente de seringues. Donc ça, je pense qu'il y a à la fois le caractère, enfin, l'impuissance médicale, et puis une vraie incapacité politique à se saisir de cette. Juste un petit mot, parce que je trouve que ça n'est pas passé, alors que pour moi ça me paraît très important comme césure entre AIDS et ACT UP. AIDS, c'est le temps des malades. ACT UP apparaît quand arrive cette chose inouïe que sont les séropositifs. Ces jeunes, voilà, il y a un décalage. Alors il y a aussi un petit décalage générationnel, mais c'est aussi un décalage de situation. Hein, c'est pas pour rien que lors des premières réunions de AIDS, la quasi-totalité des gens allaient mourir. Les gens d'ACT UP, il y a quelque chose de très particulier avec les séropositifs, on ne savait pas, et qui se retrouvaient dans une situation impossible. Est-ce qu'on le restait longtemps? Est-ce que c'était une maladie? Voilà, qui ouvrait aussi comme disait Arnaud, une cohorte de gens, voilà, différents. Oui. Mais, et après j'arrête, après il ne faudrait pas figer non plus l'opposition entre... C'était extrêmement complémentaire. Enfin, de mon point de vue, j'étais un peu dans l'aile gauche de AIDS, je ne sais pas si ça existe, mais pour nous, ACT UP, c'était à certains moments, dans certaines situations, un peu une branche armée de la lutte contre... Et c'était très bien, on se complétait. Angelo, sur aujourd'hui, voilà l'existence de l'association. Oui, merci de me donner la parole. Alors, je m'appelle Angelo de Jésus-Lucas, je suis le président régional en Nouvelle-Aquitaine de l'association AIDS aujourd'hui. Et j'aurais tellement de choses à dire pour rebondir sur tout ce qui vient d'être dit et qui m'a vraiment fasciné de me rendre compte que l'association aujourd'hui, alors bien sûr elle a changé parce que l'évolution et la société, etc. Mais finalement les fondements que Daniel a apporté à cette association avec ses valeurs, etc. Je me rends compte que ça n'a pas changé. Enfin, la priorité est toujours la parole aux malades. C'est une association d'information où on regroupe les personnes concernées, ou en tout cas les personnes les plus vulnérables à l'épidémie, pour les informer, pour qu'elles se réunissent entre elles et qu'elles réfléchissent à comment faire bouger les choses d'un point de vue de transformation sociale, transformation politique. Et c'est exactement toujours ce qu'on fait aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous disiez que vous faisiez sur des papiers carbone à chaque entretien ou discussion avec les personnes. On notait de quoi on a parlé au niveau de sa santé. C'est toujours ce qu'on fait actuellement, alors de façon plus moderne. Mais ce sont des données qui remontent toujours systématiquement, puisque AIDS aujourd'hui est une association politique, dans le sens où elle est là pour essayer de faire bouger les choses par rapport aux droits du malade, au prix des médicaments, aux accès, aux traitements, etc. Et c'est toujours à partir de ces données-là. On ne part pas de rien en se disant, tiens, on sent qu'aujourd'hui... Voilà, c'est par rapport à des choses très concrète et je me rends compte que ça date depuis le début, en fait, quasiment. Et Michel, tu disais que Daniel avait regretté qu'au bout de 10 ans, l'association existe toujours, en 94.
Et moi, j'ai eu la chance vraiment énorme de le rencontrer en 2019, puisque je l'avais invité à l'inauguration du local de Poitiers. Il avait été ravi de venir nous voir, parce que c'est une ville qui l'affecte différemment par rapport aux autres, puisque c'est la ville natale de Foucault. Et il avait été assez impressionné de ce qu'était devenu aujourd'hui l'association. Et en 94, je pense qu'il te dit ça aussi parce que les trithérapies n'étaient pas encore arrivées. Donc forcément, il trouvait vraiment dommageable qu'on n'en soit pas encore là. Et moi, ça m'a marqué, en fait, cette rencontre. Déjà parce que effectivement, on a affaire à une personne d'une grande intelligence, mais en même temps très proche des personnes. Il m'avait dit en aparté qu'il était impressionné de ce qui se passait aujourd'hui, notamment à Poitiers, parce qu'à Poitiers, l'association Aide travaille en collaboration, ou plutôt en partenariat très étroit avec le milieu médical, les médecins, les infectiologues. Il m'avait dit, je me souviendrai toujours, alors je ne pourrais pas répéter parce qu'il y avait vraiment le sens de la formule et ça c'était admirable chez lui, mais il m'avait dit quelque chose du genre c'est formidable ce que vous faites à Poitiers et maintenant chez Aide, c'est le cas partout quasiment. Je vois que vous travaillez avec les médecins en parfaite harmonie presque, et il m'avait dit c'est quelque chose, en fait c'est comme ça que j'avais imaginé l'association au départ, c'est pour ça que je l'avais créée, mais il m'a dit mais en fait je n'ai jamais même osé en rêver. Et aujourd'hui, c'est le cas, en fait. Donc, moi, j'ai perçu dans son regard et dans les discussions que j'avais, parce que ça fait 40 ans, du coup, aujourd'hui, que l'association existe toujours, et que, il était plutôt, même si évidemment tout le monde aimerait que cette association n'existe plus, peut-être, mais il était finalement assez... fier, je sais pas, mais en tout cas, content de où on en est aujourd'hui. Et je pense que c'est très important. Et moi, du coup, ça me conforte aussi dans mon militantisme, mon engagement. Et je me reconnais un peu au travers de Daniel, c'est-à-dire un engagement qui naît d'un sentiment ou d'une émotion liée à une colère ou un sentiment d'injustice par rapport à une situation. Là, en l'occurrence, la population, alors gay, mais pas que, touchée par le VIH. Donc c'est ma population en tant que gay. Alors je suis pas séropositif, mais je me sens quand même concerné par le problème, évidemment. Et du coup, c'est cette injustice de se dire qu'il y a encore, aujourd'hui, on en est, alors moins qu'à l'époque, mais en 2024, on peut encore avoir quelques dentistes qui refusent un patient séropositif. Et c'est toutes ces formes d'injustice qui sont... de discrimination qui ont été amenées par le fait que les personnes vivent avec le VIH, et qu'elles subissent tous les jours encore aujourd'hui. Ça reste une maladie j'allais dire qu'on n'avoue pas, mais c'est pas le terme, qu'on dit pas si facilement que ça aux gens. On peut dire qu'on est diabétique, on peut dire qu'on vient d'être diagnostiqué d'un cancer, mais on va pas dire aux gens qu'on est... tiens, on vient de me dire que je suis séropo. Ça reste compliqué, encore en 2024, parce que c'est stigmatiser les gens, c'est lié à des mauvaises mœurs ou des choses qui seraient pas entendables. Et donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup. Et l'association se tourne aussi vers ces luttes contre les discriminations, puisque heureusement les malades et les morts aujourd'hui du sida en France ont vraiment beaucoup régressé. Et je pense qu'aujourd'hui les séropositifs en France meurent de maladies qui finalement, comme la population générale, avec les traitements aujourd'hui, il y a vraiment un bon suivi et une bonne qualité de vie et perspective. Donc voilà, je trouve que donc aujourd'hui on est au quotidien sur le terrain. C'est vraiment important ça, d'être proche du terrain pour recueillir la parole de ceux qui sont concernés ou qui sont plus vulnérables à la maladie. Donc on est toujours là-dessus et le but de tout ça, c'est vraiment
cette transformation sociale, hein, on a cette aussi proximité aujourd'hui avec les pouvoirs publics, avec les différents ministères en charge de la santé notamment. Aujourd'hui, aide, c'est une parole qui compte dans ce monde-là. Et peut-être Daniel, alors sans doute pas lui qui l'a inventé, mais aujourd'hui, ce qu'on nomme de façon assez courante, c'est la démosane, la démocratie sanitaire. Aujourd'hui, aide est présent dans pas mal d'instances décisionnelles, médicales, scientifiques, voilà, où on représente les malades, les associations de malades qui ont leur mot à dire sur les décisions qui sont prises, que ce soit pour la prise en charge, les traitements, etc. Et donc on a un service aussi plaidoyer qui nous permet de défendre encore des choses qui ne sont pas entendables. Notre plaidoyer le plus fort en ce moment, c'est l'éventuelle disparition de l'AME, hein, l'aide médicale d'État, qui serait pour nous une véritable erreur en matière de santé publique déjà et en matière de VIH, puisqu'aujourd'hui les personnes migrantes sont les premières touchées en France par le VIH. Voilà, alors je sais pas, je me suis un peu étalé sur votre question, mais en tout cas merci d'avoir initié cette discussion et je vais laisser la parole aux personnes qui auraient envie de poser des questions. Voilà, et si je peux ajouter un mot, c'est que aide fait partie des organisatrices des états généraux des personnes vivant avec le VIH qui ont eu lieu au printemps dernier. Cette année, là, au mois de mai. Ouais. Et un des éléments qui ressortait, donc les états généraux, il y en avait eu au Bataclan au début des années 90, dans les années noires, on disait plutôt les années noires plutôt que les années de plomb qui renvoyaient aux années italiennes, ou les années de cendre qui renvoient plutôt à 14-18, mais dans ces années noires, et ce qui ressort, dans en tout cas les documents que Aide a pu produire, c'est, comme vous savez mieux que moi, c'est en fait la question de la disibilité. La disibilité, c'est pas la visibilité, c'est dire ou non si on vit avec le VIH. Parce que la sérophobie existe encore massivement dans la société française, au travail, en famille. Enfin, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu et lu. Oui, tout à fait. Voilà. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a une continuité aussi dans les modalités même de recueil, ce que vous disiez. C'est-à-dire, vous avez réuni un certain nombre de, je ne sais plus, c'était assez... oui, 250, 200. 200 personnes vivant avec le VIH. Et voilà, c'est alors états généraux, hein, on voit à quoi ça peut renvoyer. Mais... Juste une remarque pour déprimer tout le monde, certes, mais j'étais le seul journaliste, il n'y a eu aucun écho dans la presse. Ah. Voilà. Mais vous avez raison, et c'était un petit peu la surprise sans vraiment l'être, mais sur les résultats, les recommandations des États généraux, effectivement, ce qui est arrivé, nous on s'attendait quand même à ce qu'il y ait des choses un peu plus scientifiques, les inquiétudes par rapport au traitement, etc. Mais en fait, c'est pas tellement ressorti, c'est vraiment la stigmatisation, la discrimination que peuvent subir les personnes, et le vieillissement aussi avec le VIH. Comment je vais faire pour ma retraite, aller en EHPAD, etc. Puisque je suis sur repos depuis 40 ans et que je suis sous traitement depuis 30. C'est ces questions-là qui ont pu inquiéter, qui inquiètent beaucoup aujourd'hui les personnes séropositives, que les questions de médicaments, est-ce qu'on va trouver un vaccin, est-ce qu'on va trouver un moyen de me guérir, c'est plus trop dans leur tête en fait ça. Alors moi, je pourrais ajouter juste quelque chose, parce que ça m'a toujours frappé, ce que vous venez de dire sur les discriminations, sur tout ça. Voilà. Moi, je me souviens, c'était il n'y a pas si longtemps que ça devait être en 2020 ou 2020 ou 21, lors d'une conférence ou un colloque de Grey Pride, donc c'était sur les vieux gays, qui avaient tous parlé que c'est difficile de vivre, etc., etc. Et Daniel, à la fin, s'était énervé, mais vraiment énervé sur le thème. Mais attendez, on est vivant, c'est la plus belle des victoires. Ah, voilà. Et il avait eu un discours très fort là-dessus, très agacé. Alors, il comprenait bien tout ça, mais il disait, mais n'oublions pas l'essentiel, c'est incroyable.
chose qui s'est passée, c'est que quand même, certes, ça a pris du temps, mais bon, les médicaments sont là, il y a plein de choses, voilà. Et voilà, et les gens sont vivants. Jocelyne Berge, présidente de l'association Le Jardin de Michel Foucault à Vendeuvre du Poitou, qui a installé l'exposition qui est dans le foyer et que j'engage tout le monde à aller voir et qui se termine par un hommage à Daniel Defer, puisque Daniel Defer nous a soutenus depuis le début. Et moi, en contrepoint à vous qui le présentez, comme évidemment c'est le thème, l'engagement, moi je voudrais parler de l'homme que nous avons connu, qui nous a soutenus depuis le début, c'est-à-dire une dizaine d'années que notre association existe, qui est venu très régulièrement à Vendeuvre nous voir et qui est un homme d'une grande élégance, généreux, courtois, plein d'humour et qui nous donnait un petit coup de fil de temps en temps et que nous regrettons beaucoup. Puisque la thématique est celle de l'engagement, et que Daniel, évidemment, s'inscrit totalement dans cette histoire des engagements, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur des choses qui sont parfois absentes et qui, là, pouvaient apparaître comme extrêmement incongrues, qui était le rire. Et qui sans doute est aussi quelque chose qu'il partageait avec Foucault, de rire. Et de ce point de vue-là, je vous encourage à lire les pages, notamment le volume du Temps immobile de Claude Mauriac, et L'espérance est violente, hein, le vers d'Apollinaire, où on voit bien que quand Daniel va avec Foucault, Genet, on n'a pas évoqué cette lutte-là, mais à la Goutte d'Or, après l'assassinat d'un jeune Algérien, encore un rapport à l'Algérie, eh bien, ils sont là, mais ils savent bien aussi que ils sont blancs, c'est des intellos, que c'est pas vraiment leur place, mais ils sont là, et puis entre le soir après, ils en rigolent un peu de leur situation. Et Mauriac note ça. Et chaque fois, c'est une sorte donc on prend en sérieux les causes qu'on défend, mais on se prend pas forcément toujours au sérieux. Et ça, c'est une forme d'humilité aussi très grande. C'est quand même pas rien de créer en 84 Aide et de décider au début des années 90 qu'en fait, on doit laisser la place à une personne vivant avec le VIH parce que cette personne, parce que le plaidoyer, pour reprendre une expression qui n'était pas du tout à l'époque du tout utilisée, sera plus fort et que la cause pourra avancer. Oui, sur le rire, je suis parfaitement d'accord, d'autant plus que en fait, ma première référence à Daniel, c'était là-dessus. Hein. J'ai parlé de gloussant et pétillant. Bon, on peut chipoter sur les adjectifs, mais c'est aussi l'humour comme affirmation d'humilité, tout à fait, mais c'est aussi comme mode d'action militante. Alors ça ne concerne pas Daniel, mais j'ai le souvenir, je ne sais pas, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence débarquant à Strasbourg au début des années 90 et excommuniant une pharmacie qui ne distribuait pas facilement des préservatifs ou des seringues, ou bien le rire comme modalité d'autosupport.
quand aux assises de Aide à Marseille, alors je ne sais plus si c'est en 93 ou truc comme ça, tous les volontaires se sont mis à chanter des parodies de chansons du genre Les folles mortes se ramassent à l'appel, ou bien voilà, des choses comme ça, ou Ma maison est pleine de capotes, bon. Voilà, en imitant Anne Sylvestre, c'est aussi important. Et il était beaucoup là-dedans aussi. Oui, d'ailleurs, on retrouvait dans les assises de Aide, à la fin, il y avait toujours une sorte de cérémonie de clôture qui était complètement délirante. Je me souviens, même avec Daniel, mais après beaucoup avec Arnaud, Marty Lavozelle. À Lille, force, oui, à Lille, il y avait quelque chose de très impressionnant, de force de vie ahurissante. C'est pour ça qu'il y avait, c'était, comme tu l'as fait remarquer, la manifestation pour la vie. Donc, elle s'appelait comment, la marche pour la vie, voilà. Il y avait, pour avoir pourtant vraiment fréquenté beaucoup Aide, il n'y avait rien de morbide. C'est ça qui était. Alors que il y a eu des années sacrément. Alors je ne sais plus comment on les appelle, mais je ne savais pas que les années de cendre, c'était la guerre de 14. Ah, tu as dit ça comme ça. Non. C'est vrai? Ah oui, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, dire aussi, c'est un peu anecdotique, mais quand même, il nous l'avait raconté dans une vidéo, que le look de Michel Foucault, le col roulé et les cheveux, enfin le crâne rasé, c'est une œuvre de Daniel Defer. Il faut le dire quand même. Parce que quand il a rencontré Foucault au tout début, il était en Allemagne, il me semble, en 60, dans les années... Enfin, quand, voilà, il gardait une petite mèche qu'il essayait de faire en sorte qu'il avait des cheveux. Donc Daniel Defer, dont le père était coiffeur, lui a dit non mais ça va pas du tout. Donc quand même ce look a été taillé par Daniel Defer entre autres. Eh bien, si personne n'a d'autres questions, ou peut-être on peut conclure et vous libérer, il est à peu près. Une dernière question? Héloïse, je te laisse conclure. Je remercie Philippe, Eric et Michel pour leur intervention. Je vous recommande le livre de témoignages, d'entretiens qu'ils ont réalisé avec Daniel Defer, parce que ça développe quasiment, dans une forme un peu, en tout cas sur la constitution de Aide, une sorte de quotidienneté. On voit bien l'évolution au fil des années. Et on se retrouve donc à 18h30. J'ajouterais concernant le livre, pour lequel nous ne touchons pas de droit, que nous avions tenu à ce qu'il y ait cet entretien, qu'il soit suivi des textes de Daniel. Oui. Donc le livre, en fait, est en deux parties. Il y a des entretiens sur lesquels on a revenu sur son histoire personnelle, mais aussi son histoire collective. Et puis, ces textes qui sont des textes de fait d'intervention. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose, insister sur le caractère d'universitaire de Daniel, oui et non. C'est-à-dire que Daniel a inventé un mode, a repris un mode d'intervention qui était une manière de faire de l'université en dehors de l'université aussi. Et ça, il ne faut pas non plus l'oublier dans un pays où effectivement, c'était quand même aussi possible. Et de faire ça. Et je crois que ce serait malhonnête de dire que les gens de Paris 8, pour le travail de Daniel, l'engagement de Daniel à Aide, ça faisait partie en fait de ce qu'on appelle sa charge de cours d'une certaine manière, même s'il l'assumait. Mais voilà, il y a eu aussi tout cela, et il y avait cette idée que c'était aussi, et même si il disait toujours que Foucault n'avait pas d'œuvre, c'était l'œuvre de Daniel. Donc, d'où aussi la grande question de la transmission.
Et j'ajouterais, pour faire le lien avec les jardins, hein, et avec que cette question-là, elle a été très forte pour l'avoir vécue des deux côtés, c'est-à-dire à la fois pour l'histoire de Haydn et pour l'histoire de Foucault. Daniel, à la mort de Foucault, ne décide pas de créer une école foucaldienne, il crée un centre Michel Foucault. Et ce centre Michel Foucault, il n'avait pas pour vocation de faire des petits soldats foucaldiens, hein, mais de donner à lire l'ensemble des textes qui ont été ensuite rassemblés dans l'édit écrit. De permettre à tout un ensemble de gens, puisque c'était à la bibliothèque du Saulchoir au départ, donc pas forcément un lieu pour que les chercheurs, hein, et avec des bénévoles de bibliothèque, de la bibliothèque du Saulchoir, qui est une bibliothèque de dominicains, et bien que chacun pouvait s'emparer de Foucault. Et lors des 20, puisque là maintenant ça fait 40 ans, mais il y a 20 ans maintenant, quand nous avions organisé la commémoration de la mort de Foucault, avec Daniel, on avait travaillé avec un artiste qui s'appelle Thomas Hirschhorn. Et Thomas Hirschhorn avait imaginé un dispositif. Il voulait finalement capter Foucault, et un grand dispositif dans le Palais Tokyo. Et Daniel avait dit donc un dispositif où il y avait à la fois des conférences pendant 24 heures d'affilée, et puis la bibliothèque où on pouvait photocopier. Là, il était très content parce que tout le monde pouvait photocopier Foucault sans aucun copyright. Et puis lui avait décidé de tenir le bar. Et donc, je me souviens de Daniel tenant ce bar des 24 heures Foucault, avec le perfecto qu'il avait retrouvé dans la cave de la rue de Vaugirard. Donc c'est anecdotique, et en même temps ça dit aussi je crois que cette envie de partager, cette envie aussi de pas forcément de tenir, de modeler le futur tout le temps. Aussi d'être attentif à ce qui se faisait, et notamment à l'art contemporain, qui était pour lui aussi quelque chose d'important. Merci. Donc on se retrouve... On peut se retrouver à l'Espace Mendès France pour... Merci à vous. Et donc on peut se retrouver à l'Espace Mendès France pour la suite autour du groupe Information Prison. Merci.